Bonjour tout le monde. Bon, on s'est arrêté la dernière fois sur le fait qu'il est question maintenant d'envisager une stratégie de combattre le terrorisme dans cette région du monde. Et c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui plus en détail. Qu'est-ce qu'on entend par terrorisme, qui combat qui et qui est surtout Daesh, puisque tout le monde en parle et personne ne sait de quoi il s'agit. Pour commencer, déjà, le problème du terrorisme pose un tas de questions et théoriques et pratiques. Parce qu'au beau vieux temps, on ne parlait pas de terrorisme, on parlait de mouvement de libération nationale. Je me rappelle, par exemple, un article de Mao Tse-tung dans les années 70, sous le titre « Qui a peur de qui dans le monde d'aujourd'hui ?» Et il traitait les Américains à l'époque de tigres en papier, puisqu'il avait à son actif à lui, au moins, une centaine de mouvements de libération nationale qui avaient des armes à la main et qui se battaient contre ce qu'il appelait l'impérialisme américain à travers le monde, appuyé par la Chine. Le jargon de terrorisme, c'est récent. Je dirais que c'est plus restreint comme définition. Par exemple, si un peuple se révolte contre son gouvernement ou contre un gouvernement d'occupation, est-ce que c'est du terrorisme ou c'est un mouvement de libération nationale? Donc on ne fait plus ces nuances actuellement, parce que depuis au moins le président Bush et sa guerre déclarée contre le terrorisme à travers le monde, je dirais qu'il y a eu un changement de paradigme. On parle beaucoup plus de terrorisme et on parle moins de mouvement de libération nationale. On l'a vu déjà dans le conflit syrien, où au début on parlait d'une révolution, des millions de gens qui descendaient dans la rue et qui n'étaient pas contents du tout de leur gouvernement et du clan Assad qui est au pouvoir depuis 45 ans, de père en fils. Et il y a eu à un moment donné, pour tout un tas de raisons, on verra par la suite, un glissement que j'ai appelé un glissement sémantique, où le régime a réussi à déplacer le sujet et de dire qu'il n'y a pas de révolution. Tout va bien en Syrie, le peuple aime Bachar al-Assad comme on n'a jamais aimé quelqu'un, et que tous ces gens qui manifestent, c'est des terroristes. Et moi, Bachar al-Assad, laïque et gentil, je vais faire la guerre à ces terroristes en collaboration avec les puissances occidentales qui sont dupes des revendications du peuple syrien. Voilà en gros un exemple parmi tant d'autres. Donc, la question qui se pose à ce niveau, c'est comment ce glissement a eu lieu et comment ça se fait-il qu'on a réduit le terrorisme dans une région du monde à un terrorisme surtout sunnite, comme je l'ai mentionné la dernière fois. Et lorsqu'on dit sunnite, c'est associé directement à deux organisations précises. L'organisation Al-Qaïda, qui est un rassemblement de plusieurs organisations, et l'organisation de Daesh, ou l'État islamique,
en Irak et et en Syrie. Il y en a d'autres Mais on a vu aussi qu'il y a une part de responsabilité pour ce que j'ai appelé, moi, la mauvaise lecture américaine de cette réalité très compliquée de la région qui est le monde arabe, où, avec l'administration Obama, c'est lui qui est responsable plus ou moins de ce glissement sémantique ou d'avoir adopté le jargon du régime syrien lui-même, sans le reconnaître, alors que lui, il voulait que Bachar al-Assad cède le pouvoir au début. Et finalement, il s'est trouvé théoriquement sur son terrain en disant que le conflit en Syrie, au moins pour les États-Unis, c'est un conflit avec le terrorisme. Et on a oublié petit à petit le régime syrien et la dictature qui règne. Donc, on revient à la question qui sont... Al-Qaïda, on en a beaucoup parlé et c'est plus ou moins, même si c'est mêlé dans quelques médias, mais on a plus de connaissances de Al-Qaïda et son fonctionnement, le rapport avec les talibans, l'affaire de Ben Laden, etc. Ça a été très médiatisé. Ce qu'on connaît moins, c'est plutôt le Daesh, l'État islamique, où j'ai lu beaucoup de littérature, que ce soit en français ou en anglais, sur ce qui est Daesh. Et Dieu sait combien il y a eu de gens qui se sont consacrés comme experts en la matière pour raconter des choses, des contre-vérités de fois, et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, j'ai commencé la dernière fois par poser quelques questions logiques à propos de Daesh pour mettre un point d'interrogation. C'est ce qui justifie ces séances. Quel est le rapport de Daesh avec les régimes sur place? Est-ce qu'il y a d'un côté les régimes, par exemple le régime syrien, le régime irakien, le régime iranien, et d'autre part, il y a Daesh, comme s'il n'y avait pas un lien entre ça. C'est une façon, disons, prendre le sujet à l'envers, parce que si on ne connaît pas l'historique de qui est qui, et comment ça a évolué et comment ça a pris naissance, ce fameux État islamique, on est à côté de ces godasses, comme on dit. Pour replacer les choses dans leur contexte, je fais la comparaison ou le lien, si vous voulez, entre trois choses. D'abord, la révolution iranienne de 79-80 de Khomeini. Avant ça, c'était pas très répandu l'assassinat politique ou les horreurs qu'on a vues à la télévision avec Daesh. Il y avait, par exemple, parmi les formations sunnites en Égypte, une succursale des frères musulmans qui s'appelait At-Takfir wal-Hijra. C'est eux qui ont assassiné Anwar Sadat en 1977. Et Zawahiri, qui a pris la relève à la place de Osama Ben Laden, était originaire de cette formation-là, en Égypte. Il est égyptien d'origine. Et donc, frère musulman au départ. Mais ce n'était pas un style prépondérant que d'assassiner tous les jours un type comme Sadat ou de massacrer des gens. Ça a proliféré avec la révolution iranienne, si vous voulez,
Et là, ça n'a pas une connotation chiite parce que les gens mélangent cette chose. Au début de la révolution iranienne, il y avait une coopération chiite-sunnite sur la façon de se battre contre l'ennemi commun qui est l'impérialisme américain et Israël. Et celui qui a joué un rôle important à l'époque pour rassembler des gens à Téhéran et les Iraniens, et c'est un frère musulman, le responsable des frères musulmans soudanais, qui s'appelle Hassan al-Turabi, il est décédé maintenant, et qui lui a proposé de faire un front commun contre Israël et contre l'impérialisme américain, et que ce soit réunis chiites et sunnites ensemble. Et pour ça, par exemple, que on voyait à l'époque, chargé par Hezbollah, un type comme Imad Mirni, faire le lien avec l'Iran et avec Ben Laden. Ça, il y a eu des documents là-dessus. J'ai pas besoin de faire la preuve de ça, c'est chose connue. Donc, il y a eu à cette époque-là plusieurs formes de violence contre les intérêts américains et occidentaux en général dans cette région, et qui étaient plus ou moins affiliés à la révolution islamique iranienne. Il y a par exemple l'ambassade américaine à Beyrouth qui a sauté, les Marines américains et français à l'époque, en 82-83, après l'invasion israélienne, c'est ce qui a obligé les Américains à se retirer du Liban, etc. On retrouve derrière tous ces actes à l'époque des profils qui, à l'origine, ne venaient pas nécessairement de formation islamique sunnite, salafite ou djihadiste. Par exemple, Imad Mirni, il est originaire du Fatah. Il a travaillé avec Abu Jihad. Anis Naash, qui est actuellement porte-parole de Hezbollah, expert en administration américaine, pareil, il vient de la même source. Mustafa Badreddin, qui est en même temps en lien de parenté avec Mirni et qui a été tué en Syrie récemment. Il vient du Fatah également. Mais c'est des gens qui ont émigré le Fatah à partir des années 79 pour rejoindre la mouvance de la révolution iranienne, parce que la révolution iranienne promettait de continuer la lutte armée sous des formes spectaculaires, chose que l'OLP de Yasser Arafat cédait cette place pour une lutte diplomatique qui a donné, on l'a vu la dernière fois, une mise sur les deux États palestiniens et israéliens. Donc il y a beaucoup de cadres qui ont rejoint Hezbollah pour continuer cette forme de lutte. Et donc, je prends comme point de repère à cette époque l'affaire des otages au Liban. Ça donne une explication, un début d'explication, comment ça fonctionne, les régimes, surtout le régime syrien. C'est quoi cette affaire des otages qui se passait au Liban? À l'origine, c'était que le Shah d'Iran avait commandé des armes avant qu'il quitte le pouvoir, qu'il soit forcé à quitter le pouvoir par Khomeini. Il a commandé des armes ultra sophistiquées aux États-Unis avec des milliards de dollars et qu'il payait à l'avance, avant que ce soit livré. Et entre-temps, son pouvoir a sauté.
Et donc, les Américains ont décidé de mettre la main sur ces avoirs iraniens. À l'origine, on parle de milliards de dollars. Et Khomeini a dit c'est pas prévu dans le droit international, comme quoi vous n'avez pas le droit de geler parce que c'est pas la fortune privée du Shah d'Iran. Ça revient au peuple iranien. Donnez-moi cet argent. Et les Américains ne voulaient pas donner. Là, ils font payer de cet argent à l'Iran les dégâts du 11 septembre, ce qui est la preuve que l'Iran était impliqué dans le 11 septembre. Et donc, il a dit, si c'est comme ça, bon, je mets la main sur l'ambassade d'Israël à Téhéran, il l'a transformé en bureau de l'OLP, il a occupé l'ambassade américaine, et puis on a commencé le film des otages au Liban, des prises d'otages. C'était quoi? Qui sont les partenaires? Le commanditaire, c'était l'Iranien. L'outil, c'était des formations chiites ou autres dans ces affaires-là. Et celui qui prenait la commission, c'était le régime syrien. C'est important de savoir comment ça fonctionne, parce qu'on va retrouver le même schéma après. C'est-à-dire, on enlève Thierry White, par exemple, ou Kaufman, ou n'importe qui, à Beyrouth. Les Occidentaux ont peur, ou on fait sauter l'ambassade américaine à Beyrouth, on ferme les ambassades américaines et on les ouvre à Damas. Comme quoi, Damas, c'est la Suisse, quoi. Ils n'ont rien à faire. Alors que c'est eux, les commanditaires. Et puis, le régime syrien s'interpose auprès des Américains pour dire « Moi, je suis prêt à les libérer. Qu'est-ce que vous payez ?» Telle ou telle revendication. C'est pas forcément de l'argent. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, il est un go-between entre l'Iran et les Américains. Ça, c'est un des exemples comment ça fonctionne. J'ai parlé la dernière fois, vendre le canard, c'est de ça que je parlais. C'est-à-dire, j'enlève quelqu'un et j'envoie mon cousin pour dire, bon, si vous voulez le libérer, ça vous revient à ça. Bon, je me limite à ça, quitte à continuer la prochaine fois de façon plus développée. Je prendrai un autre exemple avant d'arriver à l'État islamique. Et ça, c'est un exemple charnière, c'est l'exemple de Shakir al-Absi, qui a fait l'affaire de Nahr al-Barid, le camp palestinien au nord du Liban. Et c'était un film syrien, un long film syrien, comme dirait Ziad al-Rahbani. Un long film américain, ça c'est un long film syrien.